خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien. C'est le sujet le plus difficile qu'un journaliste maghrébin peut traiter. Quand on est un journaliste maghrébin, surtout quand on est algérien ou marocain, il est très difficile de traiter avec beaucoup de professionnalisme, d'objectivité, de neutralité les problèmes entre le conflit algéro-marocain et son impact sur le Maghreb. Hier, on avait vu une émission qui a suscité beaucoup de commentaires sur la stratégie marocaine au Sahel et comment elle pourrait écraser les intérêts de l'Algérie. Beaucoup des gens qui nous suivent au Maroc comme en Algérie, il y a eu une dispute dans les commentaires, les Algériens s'attaquent les Marocains s'attaquent aux Algériens, c'est une habitude. Quand on dit qu'on est neutre, on essaie d'être neutre, d'abord il faut donner l'information, on vous donne les informations, les faits et les clés de compréhension de la situation du conflit algéro-marocain. Ensuite, on laisse aux gens on laisse le loisir et la latitude, la liberté aux gens de se positionner. Non, on n'est pas là pour se positionner. Le Maroc risque d'écraser les intérêts de l'Algérie. C'est justement, donc je vais expliquer encore plus à cette émission avec beaucoup de pédagogie, c'est qu'aujourd'hui, le Maghreb souffre des dérives de la rivalité algéro-marocaine. On voulait analyser la rivalité algéro-marocaine. Ça ne veut pas dire on voulait dire que le Maroc il est mauvais, l'Algérie elle est gentille, ou l'Algérie elle est gentille, ou l'Algérie elle est mauvaise, et le Maroc il est gentil. On n'est pas dans cette dichotomie du bien et du mal. On est dans l'analyse des faits. On n'est pas, quand même, dans les commentaires, des remarques très intéressantes. C'est pour ça que je voulais faire cette émission pour répondre. Quand les collègues, les Algériens, vous, les Marocains, quand les collègues, tout le monde, les Algériens, vous réfléchissez toujours en termes de dominé, dominant. Pas du tout. Il ne s'agit pas de réfléchir entre, d'abord, l'équation dominé-dominant. Elle est malheureusement la base de la géopolitique mondiale aujourd'hui. La géopolitique mondiale aujourd'hui, elle est faite de puissances régionales qui s'imposent et qui construisent un ordre régional, la mondiale, qui influence leur environnement immédiat. Et donc, quand on dit influence, qui domine leur influence immédiate, où il y a des rivalités entre des puissances plus ou moins équivalentes, mais chacune de ces puissances essaie de dominer l'ordre mondial économique ou la politique. En Europe, je vaux la domination de l'Allemagne. Et en France, ou là en Italie, ou là en Espagne, on se plaint toujours de cette domination allemande. Par exemple, dans l'Amérique du Nord, on parle toujours de la domination des États-Unis d'Amérique. Le grand duel entre la Chine et les États-Unis. La Chine ne veut plus d'un ordre mondial dominé par les Américains. Par exemple, c'est des duels, c'est des débats qui sont inévitables quand on parle de géopolitique. Il se trouve que c'est comme dans le football, pour reprendre la métaphore, nous sommes en plein Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, et le football peut-être il est populaire parce qu'il traduit cette nature humaine, cet aspect de la nature humaine où l'être humain, il aspire, nous avons toujours dans la société humaine, toujours des leaders qui guident. Et souvent les leaders doivent se battre pour garder leur leadership ou là doivent être en concurrence avec d'autres êtres humains pour essayer de gagner ce leadership. Sauf qu'entre l'Algérie et le Maroc, malheureusement, nous avons un problème très sérieux. Nous avons deux problèmes. Pourquoi, aux yeux de l'Algérie, parce qu'il y a certains Marocains qui disent pourquoi les Algériens considèrent le développement du Maroc comme une menace. Non, ce n'est pas le développement du Maroc qui est une menace, c'est l'hégémonie que le Maroc pourrait acquérir avec un développement plus accéléré que celui de l'Algérie et de la Tunisie et des autres pays maghrébins qui pourrait constituer une menace. Et je vais expliquer cela calmement. Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'il n'y a pas de rivalité saine. Il y a une différence entre la rivalité et la compétition qui sont quelque chose de totalement ordinaire entre la France et l'Allemagne. Ils sont alliés, partenaires, mais il y a une rivalité. Il y a une compétition. La meilleure économie, celui qui attire le plus important nombre d'investissements étrangers, celui qui a le meilleur taux d'activité, le meilleur taux d'emploi. Ça, c'est les compétitions entre les deux pays, les pays voisins ou les pays de la même région, elles sont inévitables. C'est comme dans le football, il y a une compétition pour gagner le championnat. C'est inévitable. Or, la compétition et la rivalité deviennent dangereuses lorsqu'elles versent dans l'hostilité. Entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas une compétition, une rivalité. Il y a aujourd'hui une hostilité, une animosité. Pourquoi? Là, on aura le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que nous, malheureusement, on va dire notamment de 2015
jusqu'à 2023 aujourd'hui. Je parle de 2015-2014 parce que j'utilise cette date-là parce que c'est la date du choc pétrolier de 2014 où les prix du pétrole ont pratiquement baissé de 60% entre 2014 et 2016. Ça a même baissé pratiquement voilà, 50%. Le pétrole part jusqu'à même voilà, entre 50 et 60%. Et ça, l'Algérie, ça l'a totalement bousculé. Et là, l'Algérie, elle est entrée dans une sorte de crise, alors qu'auparavant, elle était un pays prospère, elle avait beaucoup de réserves de change, et que le régime Bouteflika avait lancé des grands chantiers pour construire le pays, pour rattraper tout le sous-développement et ce que nous avions. Parce que n'oublions pas que le problème de l'Algérie numéro un, c'était la décennie noire. C'est que pendant la décennie noire, nous avons perdu énormément de temps. Et que le pays s'est lancé dans un grand programme de reconstruction de 2000 à 2014 qu'on le veuille ou non, qui a bien fonctionné. À partir de 2011, à partir de 2010, le pays est devenu riche, l'Algérie. Nous avons créé une classe moyenne. Il y avait des crédits à la consommation, il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de logements. Le pays connaissait un dynamisme. Et depuis 2014, le quatrième mandat de Bouteflika malade, un système présidentiel très fort, donc le régime est devenu malade à travers la maladie de Bouteflika. Les prix du pétrole ont baissé quand même exactement de 65%, voilà. Entre juillet 2014 et février 2016, on est passé d'un baril de 110 à 35 dollars. Ça a bousculé les finances publiques. L'Algérie est dépendante essentiellement du pétrole et du gaz. Et c'est à ce moment-là où il y a de la crise économique. À ce moment-là, le Maroc, entre 2014 et 2015 jusqu'à aujourd'hui, a lancé de vastes programmes d'industrialisation qui ont commencé bien avant. Et dans le symbole, ça reste l'usine Renault à Tanger 2012. Et le Maroc, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre industriel et économique entre le Maroc et l'Algérie et les autres pays du Maghreb. Et je vais vous donner les chiffres. Le déséquilibre, c'est quoi? C'est que le Maroc, a réussi un certain développement. Un développement diversifié. Alors, je donne les chiffres. Kenardo, par exemple, comment on peut analyser la situation économique d'un pays? Il faut voir toujours ses importations et ses exportations. Quand on prend par exemple les importations et les exportations du Maroc, quand on voit qu'en 2022, par exemple, alors les importations étaient importantes parce que c'était 67,3 milliards d'euros et le Maroc a deux grandes faiblesses. La fragilité de son agriculture face au choc climatique et à la sécheresse et sa dépendance pour l'énergie. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz, il est obligé de les importer. Et comme l'année 2022, les prix du pétrole et du gaz ont été excessivement chers, donc les importations du Maroc étaient de 67,3 milliards d'euros. Par contre, les exportations marocaines ont augmenté quand même de 20%, presque 40 milliards d'euros. Qui chevaux les exportations marocaines, on a quand même les engrais, 27%. Les engrais, ça reste de l'industrie, une transformation industrielle. Les voitures, 26%. Les voitures, par exemple, le secteur automobile en 2022 au Maroc a enregistré une performance d'augmentation de 21%. Plus de 10 milliards d'euros d'exportation de voitures. Plus de 300 000 véhicules ont été exportés par le Maroc, essentiellement vers le marché européen. Et l'industrie automobile, grâce à Renault et Peugeot, qui s'est installée en 2019 dans la région de Qenitra, ça marche très bien. Vous avez quand même, malgré la sécheresse et tout, ça reste l'agriculture et l'agroalimentaire au Maroc, ça reste important. C'est le troisième secteur exportateur, 19% des exportations, avec plus de 7,6 milliards d'euros, alors que l'Algérie importe l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture, le Maroc exporte l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture. Regardez la différence. Quand il le secteur du textile, le Maroc est quatrième secteur avec 4 milliards d'euros d'exportation, ou le secteur aéronautique dans lequel le Maroc est en train de se développer, avec plus de 2 milliards d'euros d'exportation en 2022. Mais qui chauffe bon, le Maroc importe beaucoup les céréales, il a une agriculture, mais c'est pas un pays céréalier, il importe beaucoup les produits énergétiques, il importe d'autres produits de matières premières, mais c'est essentiellement sa dépendance par rapport à l'énergie, par rapport aux céréales, qui fait qu'il a beaucoup d'importations aussi. Même si la balance, même si le Maroc importe plus qu'il exporte, en tout cas c'était pour l'année 2022, et ça reste dépendant, ça dépend, si le prix du pétrole et du gaz baisse, le Maroc va rééquilibrer sa balance, mais au niveau de ses exportations, le Maroc est diversifié. Le Maroc a une économie diversifiée.
Il exporte des voitures, des pièces pour les avions, du textile, il fait de la transformation industrielle du phosphate pour faire des engrais. Donc le Maroc a développé une économie qui est la plus diversifiée du Maghreb. La Tunisie, donc grande crise économique, notamment depuis la crise politique de 2021. Les Tunisiens, c'est un pays c'est un petit pays, avec tout le respect que j'ai pour le Tunisien, c'est pas pour diminuer leur valeur. Le Maroc, ça reste 36 millions d'habitants, l'Algérie, 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Tunisie est dans les 12, presque 13 millions d'habitants. Et voilà, la Tunisie a importé pour 26 milliards de dollars, presque 27 milliards de dollars en 2022. Et elle en a exporté pour 18. Auparavant, la Tunisie, c'était l'économie la plus diversifiée. Ce n'est pas le cas à cause des crises politiques, des printemps arabes, de la transition politique et démocratique a échoué en Tunisie. Clairement, le pays est devenu ultra dépendant de ses importations et il dépensait de l'aide de l'Algérie. Donc c'est un pays très fragile. La Libye, la Mauritanie, la Libye, l'État n'existe pas encore. La guerre civile a fait rage. La Mauritanie, c'est un pays encore plus petit, même s'il est vaste géographiquement, avec beaucoup de potentialités, mais il n'arrivera pas, c'est pas un acteur régional qui peut être du poids de l'Algérie et du Maroc. Le véritable Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc, on va le dire. Le cœur battant du Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Donc, le Maroc a une économie très diversifiée et qui a réussi grâce à une industrialisation qui a été lancée depuis 2007-2008, les plans ont commencé, et qui a connu un véritable accélérateur avec le Renault 2012 et Peugeot 2019, et aujourd'hui le Maroc a une avance au niveau de l'industrie. Je vois les exportations algériennes. C'est vrai que nous avons exporté en 2023 52 milliards, presque 53 milliards de dollars, mais c'est essentiellement 90% c'est du pétrole et du gaz direct, avec 41% de gaz naturel, 30% de pétrole brut, 15% de carburant. Le reste, c'est des produits dérivés du pétrole, les engrais, qui met l'ammoniac, les engrais, etc. Qui n'est que les exportations hors hydrocarbures, c'est les engrais 28%, l'acier 8,2% et le ciment 6,6%. Mais, ni agriculture, on exporte un peu de sucre, un peu de date, c'est des chiffres rudimentaires, pas d'industrie, pas de voiture, mais une industrie en Algérie. Il n'y a aucune industrie. Ça, c'est des chiffres. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est des chiffres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Maghreb où le seul pays qui est en train de s'industrialiser réellement, c'est le Maroc. Et l'Algérie, ça reste un pays rentier, dépendant du pétrole et du gaz. Quand le pétrole et le gaz augmentent, il est bien. Quand le pétrole et le gaz chutent, comme en 2014, il est dans la merde. Or, dans l'histoire, les pays qui s'industrialisent sont les pays qui deviennent puissants. Parce que la puissance, la puissance d'un pays n'est pas uniquement son armée ou ses services de sécurité. C'est d'abord son économie. Parce que grâce avec l'économie, tu peux tisser des liens avec d'autres pays. Le Maroc, maintenant, grâce à ce secteur véhicule, il a des voitures, et c'est aéronautique, il a de bonnes relations avec l'Espagne, la France et l'Union européenne. Donc c'est un pays choyé par l'Union européenne. C'est un pays qui est très proche des États-Unis d'Amérique, qui depuis notamment la normalisation avec Israël, en plus, les exportations marocaines, avec le Maroc exporte de plus en plus par les pays de l'Afrique. Et les pays africains hors Maghreb sont devenus le troisième client du Maroc. Après la France et l'Espagne. En Algérie, mais on a des relations bizarres avec l'Afrique. On exporte essentiellement, et on importe essentiellement vers les pays de l'Union africaine, et on importe depuis la Chine. Donc, c'est que nous donnons que des matières brutes, et nous importons des produits finis. Donc, on n'a pas de valeur ajoutée. L'économie mondiale, il y a ce qu'on appelle la chaîne des valeurs ajoutées. Le Maroc, il est présent dans la chaîne des valeurs ajoutées. Parce qu'il a une industrie locale, il a des investisseurs étrangers, il a des touristes. Donc, il est connecté aux mutations du monde. Ce qui fait que le Maroc a une influence. Quand tu attires les capitaux, quand tu exportes des produits industriels, quand tu donnes des voitures et des pièces pour les avions, et pas que des matières brutes, parce que le pétrole et le gaz, la Libye elle en a, les pays du Golfe ils en ont, ça n'a pas mis à part quand il y a des crises énergétiques, ça n'a pas d'atout géopolitique majeur. L'industrie, la technologie, c'est un atout géopolitique majeur parce que ça attire beaucoup d'investissements et ça permet au pays de progresser. C'est toujours la transformation industrielle qui fait d'un pays un pays important. Aujourd'hui, les pays les plus riches et les pays les plus puissants, ce ne sont pas les pays qui ont du pétrole et du gaz. Le Japon est plus puissant que l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite a parmi les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais c'est le Japon les plus puissants. La Corée du Sud, elle est plus influente et plus riche aussi que l'Arabie Saoudite. Alors que la Corée du Sud, elle a du pétrole et du gaz. Par exemple, je te fais un moment, c'est des clés très importantes, je te fais un moment. Donc le problème du Maghreb, c'est que nous avons un déséquilibre, malheureusement,
de plus en plus important entre le Maroc et l'Algérie. Et ce déséquilibre change, on le voit sur le plan géopolitique, ça permet au Maroc d'avoir une sorte de leadership. C'est normal, un pays quand il s'enrichit, quand il se développe de façon industrielle, parce que le Maroc ne s'enrichit pas réellement, ne s'enrichit pas parce que comme il a une dépendance, comme il a une dépendance vis-à-vis des produits énergétiques, il a un problème d'inégalité, et le Maroc surtout, son problème, c'est le conflit du Sahara occidental. Ce qui est appelé le Sahara marocain au Maroc, mais ce qui est encore la communauté internationale le considère comme le Sahara occidental. C'est que 3% de la croissance économique marocaine, elle est tirée par le Sahara. Ou le Sahara occidental. C'est beaucoup d'argent. Si le Maroc avait continué à faire sa stratégie industrielle et économique, s'il n'avait pas de problème Sahara occidental, il aurait pu devenir un pays émergent. 3%. À peu près 3% de la croissance de son PIB. C'est-à-dire que c'est des milliards qui partent dans le Sahara. D'ailleurs, il n'y a pas d'études réelles qui nous démontrent que le Sahara occidental apporte à l'économie marocaine beaucoup de biens. Mais après, les Marocains, c'est une question de territoire national, etc. Ça peut se comprendre du point de vue marocain. En tout cas, du point de vue purement économique et pragmatique, le Sahara occidental bouffe beaucoup d'argent au Maroc. Il en bouffe pour l'Algérie, mais pas autant, parce que l'Algérie finance le Polisario dans des arbres. Le Maroc, il doit financer son armée, se défendre, mais aussi construire le pays. Il y a des régions marocaines qui sont au nord du Maroc, qui sont aujourd'hui moins structurellement développées, avec beaucoup moins d'infrastructures que le Sahara occidental. Donc, il dépense beaucoup d'argent, ce qui ralentit son développement économique, ce qui crée des inégalités dans les régions, ce qui crée des problèmes d'inégalité, des problèmes de compétitivité et des problèmes de productivité. Parce que tu donnes beaucoup d'argent à une région, tu donnes beaucoup d'argent pour régler un conflit politique qui n'est pas encore réglé, même s'il y a la reconnaissance américaine, la quasi-reconnaissance de l'Espagne, mais l'ONU n'a pas encore reconnu le Sahara occidental comme territoire marocain. Donc le conflit se pose. Malgré cela, ce qui a créé un déséquilibre. Donc le Maroc, il est plus industrialisé. Donc il essaye, quand un pays, il est le pays le plus industrialisé d'une région, c'est toujours le pays qui domine la région. L'Allemagne, la France, elle est plus puissante militairement que l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui domine l'Union européenne parce qu'elle a une industrie, une économie plus puissante. Au Maghreb, nous avons une domination marocaine qui dérange et qui menace les intérêts de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intégration régionale. Parce que comme il n'y a pas de coopération économique entre l'Algérie et le Maroc, donc il y a une hostilité politique. Donc le fait que le Maroc est en train de devenir le leader économique de la région, et ben ça dérange directement et ça menace les intérêts de l'Algérie. Ce qui est logique, d'ailleurs je suis pas le seul à le dire, un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité publié fin de l'année 2022, il dit le Maroc est en train de prendre une longueur d'avance par rapport à l'Algérie et la Tunisie, et que ça exacerbe les tensions avec l'Algérie, et que l'Algérie et la Tunisie ne peuvent pas se permettre d'accuser beaucoup de retard par rapport au Maroc, et que l'intérêt de l'Union européenne et d'aider l'Algérie et la Tunisie à rattraper le retard économique par rapport au Maroc et à rééquilibrer les rapports de force. Parce que avoir un Maroc qui domine beaucoup le Maghreb est mauvais. Pourquoi? Parce que le Maghreb, il est désintégré. L'Union européenne, avec un seul marché, une seule organisation, le développement industriel du Maroc pourrait avoir des conséquences positives sur l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie pourrait aussi profiter d'une compétition saine avec le Maroc pour s'industrialiser aussi. Mais là, nous avons une animosité, nous avons un conflit politique. Le conflit politique, le fait que le Maroc se rapproche des pays africains, ça dérange l'Algérie, parce que là où le Maroc, quand il y a un conflit politique entre deux pays, quand un pays avance et l'autre recule, et ben celui qui recule, il est menacé. Quand le Maroc s'approche du Mali ou là du Burkina Faso ou là du Niger, c'est les intérêts de l'Algérie qui vont reculer, parce que la présence des entreprises marocaines, ou là des banques marocaines, ou là des intérêts économiques marocains, va avoir un impact directement négatif sur les intérêts algériens qui seront obligés de reculer. C'est ça, malheureusement. Donc, l'Allemagne, quand le Maroc et l'Algérie étaient comme l'Allemagne et la France, c'est moins grave. L'Allemagne domine économiquement la France, mais sur les marchés internationaux, il y a des partenariats, ils défendent leurs intérêts communs, ils ont une seule monnaie commune. Donc l'Allemagne, la puissance de l'Allemagne, elle est bien pour la France parce que ça permet d'avoir un euro fort et la France peut s'endetter auprès de la Banque Centrale Européenne pour couvrir ses déficits. Donc il y a un avantage. Quand l'Allemagne est trop puissante, il n'y a pas que des désavantages pour la France. Mais pour l'Algérie, le fait que le Maroc prend une longueur d'avance économique,
C'est un désavantage pour l'Algérie, parce que l'Algérie va perdre des marchés, elle est en train de perdre son influence dans la région, et comme il y a un conflit politique avec le Maroc, qui n'est pas encore réglé, ça donne un avantage de puissance au Maroc au détriment de l'Algérie. Et c'est ça le problème dans lequel on se retrouve aujourd'hui. C'est que nous avons un pays qui évolue économiquement et qui utilise l'économie pour avoir de l'influence, notamment dans le bassin européen, dans l'Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, et dans le monde arabe aussi. Le Maroc est très... On a dans l'alliance du Maroc avec les Émirats. Les Émiratis investissent beaucoup au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance économique, parce qu'il y a une économie qui se diversifie. Ils n'investissent pas ailleurs, ils sont pas cons les Émiratis. Cette alliance avec les Émirats se fait au détriment de l'Algérie, parce que quand tu fais une alliance avec un pays qui a un conflit politique avec son voisin, automatiquement ton alliance va hériter ce voisin, et elle se fera contre ton voisin. Donc c'est très compliqué. Le développement du Maroc n'est pas une menace réelle, n'est pas forcément une menace pour l'Algérie, mais c'est le produit de ce développement, c'est le leadership marocain ou l'hégémonie que cela peut produire, que le développement marocain pourrait produire, qui est une menace pour l'Algérie. Si nous avions maintenant si l'Algérie pouvait avoir une économie diversifiée et industrialisée, il n'y aura pas de problème. Parce que là, on aura une véritable compétition. Mais les voitures ou les pièces des avions, ou un autre pays, il exporte uniquement le ciment, ou les engrais. Je suis à quelques engrais et quelques matériaux de construction. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc il y a un déséquilibre. Quand il y a trop de déséquilibre, le pays qui évolue davantage économiquement va avoir de l'hégémonie. Or, l'hégémonie du Maroc sur le Maghreb et le Sahel, naturellement, elle est préjudiciable pour l'Algérie. Parce que l'Algérie, on n'aura pas, quand un pays exerce son hégémonie, on ne pourra pas se développer de façon saine. La preuve, avant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, quand il avait une hégémonie sur les pays de l'Asie, il n'y avait pas la Corée du Sud, il n'y avait pas la Thaïlande, les autres pays asiatiques ne pouvaient pas se développer. Mais depuis que le Japon n'a plus d'hégémonie, chef dans la Corée du Sud, chef dans la Thaïlande, chef dans le Vietnam qui est en train d'évoluer économiquement, parce que l'hégémonie d'un pays sur les autres pays de la région, elle bloque les autres pays. Donc le problème, c'est que l'hégémonie marocaine risque de bloquer le développement de l'Algérie. Le secteur automobile maintenant, qui va investir en Algérie? Est-ce que tous les investisseurs au Maroc, il y a 250 équipementiers. Est-ce que les 250 équipementiers qui fabriquent les pièces de rechange, les pièces détachées pour les voitures, vont vouloir s'installer en Algérie? Pas vraiment. Donc l'Algérie, si elle veut se doter d'un secteur automobile, elle est désavantagée par rapport à l'avance. Elle a perdu beaucoup de temps par rapport au Maroc. Donc il faut qu'elle trouve des solutions. Et donc ça pénalise son propre développement. C'est normal, on est deux voisins. Ouad, il est de plus en plus riche, il vit de plus en plus bien. Ouad, il vit de plus en plus pauvre. Et la cohabitation, je crois qu'il y a des envies, qu'il y a des jalousies, qu'il y a une différence de niveau de vie sociale. Donc il y aura un problème de voisinage. Par contre, si les deux voisins appartiennent au même milieu social, il y a un bon dialogue, il y a une bonne entente. C'est ça le problème entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour ça que moi, je ne cesse pas de dire que l'Algérie doit se réveiller rapidement. Elle a beaucoup d'atouts. On a beaucoup de potentialités pour rattraper le retard industriel que nous avons accusé par rapport au Maroc, pour rééquilibrer les rapports de force. Et bien sûr, quand on sera d'un même niveau équivalent de développement industriel, là, il faut faire le Maghreb. Il faut savoir, la Banque mondiale a toujours dit, entre 2005 et 2015, si le Maghreb était un marché commun, il avait une unité politique comme l'Union européenne, ça aurait pu permettre d'augmenter de 34% de PIB par habitant en Algérie, de 27% de PIB par habitant au Maroc et de 24% pour la Tunisie. C'est-à-dire que chaque habitant de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc aurait pu améliorer ses revenus de 34 à 24%. C'est énormissime. C'est-à-dire que nous les Algériens, nous perdons 34% de PIB par habitant, de part de richesse par habitant, parce qu'il n'y a pas de Maghreb. Et ça, c'est catastrophique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire le Maghreb. Avec un pays qui s'industrialise, un pays qui recule, la Tunisie en faillite économique, le Maghreb ne peut pas exister. Pour qu'il y ait un Maghreb, il faut des pays qui partagent des valeurs politiques communes et qui ont un certain niveau de développement économique commun, pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais واحد طالع بزاف واحد هابط بزاف ما نقدروش.
Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet, et j'espère que ces explications pédagogiques peuvent éclairer la lanterne aux Algériens et aux Marocains, parce que les enjeux du conflit algéro-marocain, c'est un sujet très compliqué, et on ne peut pas vraiment les expliquer sans soulever à chaque fois des polémiques.